Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission, les grands entretiens de RTI 1. Pour le 3e numéro, notre équipe de production s'est déplacée. Nous sommes au Bénin, précisément à Porto-Novo, la capitale politique. Et nous sommes devant la résidence de celui que l'on surnomme le renard de Grébé. Au cas où vous ne l'auriez pas deviné, il s'agit bien du professeur Albert Thévoguiré. Au soir de sa vie, l'homme a entamé un dernier projet. C'est une œuvre dédiée à la paix. Il appelle cela la paix par un autre chemin. Nous allons découvrir donc ce projet au cours de cette émission. Quant à son surnom de renard de Grébé, Grébé c'est l'arrondissement qu'il habite depuis de nombreuses années. Et puis renard, vous savez que c'est un animal qui est rusé, transposé dans la société humaine et dans le champ politique. Ça donne un homme extrêmement difficile à cerner. Vous le verrez aussi au cours de cette émission. Bonjour, professeur. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Professeur Albert Thévoguiré, bonsoir. Je vous salue. En tout cas, merci de l'honneur que vous nous faites en nous recevant chez vous, ici, à Porto-Novo. Vous êtes un intellectuel accompli, une personnalité qui a compté et qui compte encore pour le Bénin et pour le continent. Vous avez occupé plusieurs hautes fonctions dans votre pays et sur le plan international. Cette émission, elle seule, ne suffirait pas à retracer toute votre vie, votre carrière. C'est donc quelques grandes étapes. Vous souffrez donc que nous retenons quelques grandes étapes. Mais en attendant, voici votre portrait avec Serge Koléa Zadi. Il y a une autre conception. Né le 10 novembre 1929 à Porto-Novo, Albert Thévoguiré est un universitaire et homme politique béninois. Docteur en sciences économiques et sociales, licencié d'histoire, Albert Thévoguiré a été représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire de février 2003 à janvier 2005. Avant cette nomination, il a assumé d'autres fonctions dans son pays. L'homme a à son actif près d'un demi-siècle d'une carrière bien remplie et entièrement consacrée à la promotion collective des hommes en tant que dirigeant de mouvements estudiantins, chef syndical, responsable fondateur de partis politiques, universitaire, écrivain engagé. Après la proclamation de l'indépendance du Bénin en août 1960, Albert Thévoguiré devient secrétaire d'État à la présidence de la République. Il est également ministre de l'Information. Député à l'Assemblée nationale de 1991 à 1996, d'avril 1996 à juin 1999, il est nommé ministre du Plan, de la Restructuration économique et de la promotion de l'emploi au Bénin. Depuis juillet 1999, il est coordonnateur du projet millénaire pour l'Afrique qui fonctionne sous l'égide des Nations Unies à travers une commission indépendante. En juillet 2006, Albert Thévoguiré est nommé premier médiateur de la République du Bénin. Il préside également l'Association des médiateurs des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Albert Thévoguiré continue d'être sollicité par diverses institutions d'intégration sous-régionale et régionale pour des missions de médiation en Afrique. Professeur, alors pour commencer cette émission, d'abord une première question. À bientôt 89 ans, comment vous vous portez? Mais je suis un produit de la bonté du Seigneur. Il y a quelques années, je croyais que c'était la fin. J'ai été opéré d'une fracture de l'os du fémur. Je pensais que c'était vraiment la fin, à l'âge où j'étais, mais véritablement, je suis sorti, je me suis dit, en sursis pour servir. Donc, depuis 4-5 ans, je suis en sursis pour servir et que je me sens en bonne santé, surtout intellectuelle, surtout en santé pour produire encore un certain nombre d'idées au service de mon pays, de mon continent, de l'Afrique, et d'une cause qui m'est véritablement très chère, la cause de la paix, que j'ai découverte à travers ma formation et à travers les fonctions et les occasions, les opportunités que la Providence m'a offertes à la fois dans mon pays, en Afrique, en Côte d'Ivoire, etc. Et ça me permet aujourd'hui de dire que le summum de la vie, c'est de faire en sorte que vraiment vous ayez des convictions
après une formation, des convictions qui vous conduisent à faire grandir la société et montrer qu'il y a des générations qui se suivent. C'est une phrase unique, semée de virgules, nulle part coupée de points. Et donc on est dans ce flot-là. Et, cette génération de tous qui se suivent conduit à quoi? À pouvoir promouvoir le vivre ensemble pour le développement. C'est ça, aujourd'hui, la leçon que je tire de la vie que le CEB m'a permis de mener après la chance d'une formation assez exceptionnelle, assez rare, et après aussi les fonctions, les occasions, les opportunités qui m'ont été offertes. Alors, la cause de la paix, on va en parler longuement dans la dernière partie de cette émission. Professeur, vous êtes un intellectuel accompli, on peut le dire, hein, intellectuel de haut vol, un homme multidimensionnel. Peut-être pour nous retracer disons, les grandes étapes de votre cursus universitaire. Merci. Vous savez, intellectuel de haut niveau, tout ça, bon, on ne sait pas grand-chose, finalement, n'est-ce pas? On apprend tous les jours. Et c'est important de le rappeler. Un homme qui se dit savant est dangereux. Est dangereux. On ne sait jamais tout. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas compétent du tout. Et donc, il faut que je me rappelle que j'ai besoin de la science des autres. Ça, c'est la première chose. Mais, bon, je dois dire que je suis un produit assez privilégié. Je suis un Africain très ordinaire. Mes parents sont des hommes de la brousse africaine, point final. N'est-ce pas? Je ne peux pas nier ça et j'en suis fier. Comme disait quelqu'un, je ne descends pas d'un conte, mais je monte d'un agriculteur, je monte d'un paysan. Et c'est le terreau qui m'a produit. Eh bien, ce terreau m'a produit et j'ai eu une chance énorme dans ma vie, c'est de rencontrer les missionnaires des missions africaines de Lyon. C'est ma chance d'être pris pour aller à l'école Saint-Joseph ici à Porto-Novo et de terminer mes études primaires par un certificat très honorablement acquis, mais qui m'a conduit à un lieu de formation exceptionnel, le séminaire Saint-Gall de Ouida. Là, je dois dire que j'ai beaucoup appris en matière de formation. Il ne s'agit pas seulement d'une formation littéraire, mathématique, de formation générale. Il s'agit de la formation de l'homme. Comment te comportes-tu? Tu te lèves quand? Tu fais quoi de ta vie? Félix Fauboyant disait l'école de l'école et l'école de la vie. L'école de la vie, c'est important. Et donc là, j'ai appris d'abord à savoir me réveiller à temps. De dormir d'abord 7 heures, 8 heures, si c'est nécessaire quand on est gamin, mais après ça, se réveiller à une certaine heure et avoir un emploi du temps bien serré, d'une part. Et apprendre une chose, je me souviens toujours, je parle de séminaire, de notre directeur spirituel, qui nous a laissé une consigne. Agez, code, agisse. Fais ce que tu fais. Concentre-toi sur ce que tu fais. Et bon, quand vous avez cette formation-là, et qu'après, vous vous laissez former vous-même, c'est-à-dire par les sens qu'on vous donne, on n'avait pas des agrégés, mais on avait des hommes qui étaient mobilisés de bonne volonté et qui nous ont formés, et qui nous ont éduqués, qui nous ont permis d'apprendre de manière à pouvoir servir la société. Bon, et après cette formation, la formation universitaire. La formation universitaire. Alors, la formation universitaire a été également pour moi une grande chance. Non seulement parce qu'à Toulouse, boursier, j'ai fait des leçons d'histoire, j'avais un professeur qui s'appelait Pinson. Et m'ayant vu au baccalauréat à Dakar, il m'a dit, Albert, qu'est-ce que tu vas faire comme étude? Je dis, je suis tenté par la philosophie. Venant du séminaire, etc., c'était de ces sciences-là que cette spéculation qui me tentait. Il dit, tu ne sais pas facilement agréger avec la philosophie, hein, c'est très court, c'est très restreint. Fais de l'histoire. Eh bien, j'ai suivi le conseil de M. Pinson et je suis devenu professeur d'histoire et de géographie. Je ne regrette pas du tout ça, parce que ça m'a conduit d'abord à Historia, c'est la science de l'humanité, n'est-ce pas? Connaître l'homme, connaître les sociétés. Et
d'apprendre également à gérer les hommes, à savoir comment ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils sont et où ils vont. C'est important. Et puis bon, après l'université de Toulouse, où j'ai acquis ma licence, etc., j'ai été tenté par les sciences économiques et sciences politiques avec Fribourg. En Suisse. Fribourg, ensuite, là aussi, le séminaire Saint-Gall. Il y avait un missionnaire qui s'appelait Joseph Monet, qui était de Fribourg. J'ai été tenté d'aller compléter ma licence de Toulouse avec les diplômes de Fribourg et de Genève pour être avec les relations internationales. Tout ceci m'a conduit, d'une part, à être un enseignant qui a eu quelques succès avec des étudiants et des jeunes élèves que j'adorais et qui, je crois, me l'ont rendu. Ça m'a fait du bien. Et votre carrière, disons, vous l'avez réalisée en grande partie sur le plan international. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques fonctions sur le plan international? Ah oui, oui. Quelle chance d'avoir pu être le directeur général adjoint du BIT, n'est-ce pas? C'était même très important. Ce n'était pas ce à quoi je m'en destinais. D'abord, je pensais à l'UNESCO et tout ça. Mais puis, bon, le hasard a fait. Moi, j'étais en soi toujours universitaire à Harvard University. Et le directeur général du BIT à l'époque était un Américain qui a dit, mais quel est ce francophone qu'on a pris à Harvard pour être au centre des affaires internationales? Il m'intéresse. Et c'est ainsi que, à ma grande surprise, n'est-ce pas, le BIT m'a interrogé et a voulu savoir comment m'utiliser pour les fonctions de coordonnateur des Nations Unies du BIT pour l'Afrique. Donc, j'ai eu cette chance-là et d'apprendre au BIT quelque chose d'important. Comment mettre ensemble presque le contraire. Le BIT est une organisation tripartite. Vous avez le gouvernement, vous avez les organisations d'employeurs et vous avez les organisations de travailleurs. Et vous devez arriver à avoir des conventions de travail, des conventions de vivre ensemble dans l'entreprise qui permettent à tous de prospérer. Et ça, c'est une grande leçon, c'est une école de vie et une école de comportement gouvernemental. N'est-ce pas? Comment faire en sorte que vous ne dictiez pas la loi, mais vous la fédérez. Faites en sorte que le consensus permette d'avancer et de progresser. Et cette carrière internationale, vous l'avez, disons, couplée avec l'enseignement. Vous n'avez jamais rompu avec la formation des jeunes, enseigné à l'université, dans certaines universités aux États-Unis et puis en Afrique aussi. Surtout en Afrique, et j'ai beaucoup aimé. C'est là que j'ai connu la Côte d'Ivoire vraiment, quand j'ai été appelé par mon ami Charles Valitouo pour être un de ceux qui sont des professeurs associés à l'Université de Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance là, à la fois d'avoir des collègues, d'avoir des amis et d'avoir des étudiants avec qui je suis encore en cheminement, c'est ce que je peux dire. Et évidemment, à Dakar comme ailleurs, j'ai eu la chance également de passer de manière permanente, mais de pouvoir donner des cours, disons, à participer et également faire en sorte que je reçoive. Parce que évidemment, quand je vous dis, ce que nous savons n'est qu'une goutte d'eau, ce que nous ignorons, c'est l'océan. C'est important. Il faut le savoir, il faut avoir ça dans la tête. Encore une fois, je vous dis, les gens qui sont très suffisants, qui savent tout d'eux-mêmes, sont très dangereux. N'est-ce pas? Il vaut mieux Timéo, hominem, unius libri. Je crains l'homme d'un seul livre, n'est-ce pas? Et ça, c'est des choses qui m'ont été apprises dès le départ au séminaire Saint-Gall, qui font que l'humilité dans la manière de communiquer ce que vous croyez savoir, mais de la manière de recevoir aussi ce que les autres vous donnent, c'est ça qui vous permet de faire en sorte que les gens vous écoutent, communiquent bien et cheminent avec vous. Vous êtes professeur, un homme d'engagement, hein, un homme de combat pour l'émancipation de l'Afrique, ancien dirigeant de la FEANF, cofondateur du mouvement africain de libération nationale. Vous avez été ministre de l'Information dans votre pays au début de l'indépendance. Et quel était votre idéal? Mon idéal, tout d'abord, un peuple qui n'est pas gouverné par ses fils est informe et absurde. Nkrumah, n'est-ce pas? Un peuple qui n'est pas gouverné par ses fils est informe et absurde. Donc, il faut apprendre à gouverner son peuple, c'est-à-dire être à son service. J'ai toujours peur aussi d'une chose. Les gens qui croient que le pouvoir, c'est pour gouverner. Non, le pouvoir, c'est pour servir. C'est pour servir un peuple. Voilà, moi, mon idéal. Et donc, c'est quoi? C'est faire en sorte que l'éradication de la pauvreté,
n'est-ce pas? Le fait que, comme dit l'abbé Pierre, n'est-ce pas, l'urgence au partage. L'urgence au partage. Priorité aux plus souffrants. C'est d'abord ça. Nos pays sont des pays qui ont ce problème-là de souffrance multiples. L'histoire nous a mis dans une situation de dépendance, l'esclavage et tout le reste, nous savons tout ça. Nous sommes un peuple de grande souffrance. Nous sommes un peuple de la croix. Nous sommes un peuple qui avons accompagné Jésus avec Simon de Cyrène à porter sa croix. Nous portons une croix. Et par conséquent, nous devons faire en sorte que tous ceux qui portent des croix dans nos régions soient soulagés. Et donc moi, mon engagement, c'est ça. C'est d'abord faire en sorte que le service à autrui, c'est ça qui fonde l'engagement social, l'engagement politique. Et c'est pour ça que, malgré cette riche carrière internationale, professeur, vous n'avez jamais rompu avec les amarres de la politique nationale. Vous avez toujours envie de servir l'Afrique, de servir votre pays. Mon pays et le continent. Pourquoi? Parce que vous êtes d'une origine, n'est-ce pas? D'où venez-vous? Où êtes-vous? Et où allez-vous? La terre de nos ancêtres va vous accueillir. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut tout faire pour que cette terre-là soit vraiment accueillante. C'est-à-dire, ce n'est pas une terre qui doit être toujours une brousse, elle doit développer, cultiver, prospérer. Et donc, véritablement, pour moi, Adjati, que vous avez vu, c'est le retour à mes sources, mais à des sources magnifiées, à des sources transformées. Hein? Et voilà pourquoi s'attacher à sa terre natale, s'attacher à son continent, s'attacher à l'Afrique, s'attacher au monde de cette façon-là, interculturelle, c'est un idéal de vie que je n'abandonnerai pas. Oh. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle de votre deuxième partie en Côte d'Ivoire. Hein, c'est votre nomination à la tête donc, de l'ONU, la représentation de l'ONU en Côte d'Ivoire en 2003. Professeur, comment cela s'est passé, que vous soyez nommé représentant spécial du secrétaire général de l'ONU? Est-ce que vous avez fait acte de candidature non, ou bien c'est pour votre connaissance du pays, la Côte d'Ivoire? J'ai eu la chance dans ma vie de côtoyer des personnalités de qui j'ai appris et qui ont appris aussi à estimer, disons, le camarade, l'ami ou le frère que j'étais. C'est ainsi que je me suis trouvé à Addis Abeba à un moment donné avec Kofi Annan, qui était assistant de Robert Gardiner, de nos aînés, qui était le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le premier ou le second d'ailleurs. Et Kofi Annan était son assistant. Et j'étais, moi, au BIT, le directeur régional du continent africain. Nous avons eu à cheminer et il m'a toujours, disons, trouvé quelqu'un avec qui cheminer est bon. Et lorsqu'il est devenu secrétaire général des Nations Unies à la surprise générale, voilà encore un homme spécial, n'est-ce pas, exceptionnel de la manière, n'est-ce pas, de gérer à la fois sa vie, ses relations, pour arriver à lui. Sa carrière est une grande fierté pour l'Afrique. Absolument, absolument. Et donc, quand il a eu la difficulté de la Côte d'Ivoire à gérer, il s'est rappelé de nos entretiens, de ce que je faisais à Addis Abeba, ce que je faisais au BIT, des propositions que je faisais sur la Côte d'Ivoire parce que j'avais enseigné. N'est-ce pas? C'est ça aussi. Et donc, j'étais je dois beaucoup à la Côte d'Ivoire de cette affaire-là, parce que c'est cette connaissance par l'enseignement, le fait que Houphouët-Boigny m'avait apprécié lorsque j'avais été celui qui a lancé l'hommage à Houphouët-Boigny pour ses 75 ans, je crois. Après l'avoir combattu. Bien sûr, quand j'étais un jeune étudiant et que nous étions nous fougueux pour l'indépendance et que lui jouait avec la loi cadre et tout ça, de fait, on ne l'a pas épargné. Mais ça n'a pas empêché que l'évolution venant, lui aussi, se convertissant à l'indépendance, nous nous retrouvions, n'est-ce pas? Et je n'ai jamais... Je ne suis pas un homme d'opposition systématique. J'ai horreur de cela, n'est-ce pas? Et je suis un homme de trait d'union et qui reconnaît toujours la valeur de que l'autre qui a d'autres idées peut avoir pour m'enrichir. C'est important. Et c'est là que j'ai eu l'amour de la Côte d'Ivoire. Et Kofi Annan le savait. Et il m'a dit, écoutez, j'aimerais bien que vous preniez en charge ce dossier. Et bon, j'ai accepté parce que j'avais déjà eu l'occasion de faire au Bénin un colloque avec les Henri Guillet et d'autres, tout le gratin là, de tout bord sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et alors ça a intéressé. Et je dois dire que c'est cette fonction-là qui m'a conduit aujourd'hui à tout ce que je fais sur la paix.
j'ai eu l'occasion de constater en Côte d'Ivoire la possibilité de créer le corridor de la paix, par exemple. D'apprendre. J'ai la chance que je peux parler vraiment à Gbagbo, je peux parler à Soro, je peux parler à Konan Bédié, je peux avoir de beaux entretiens, de beaux échanges avec Ouattara, Mme Diabaté et quelques autres. Donc, je suis malheureux aujourd'hui de voir que tout ce monde est un peu dispersé, etc. Je suis sûr que c'est du gaspillage de ressources. Si on pouvait arriver à ce que ces ressources-là, qui à un moment donné sont combattues, mais qui peuvent toujours retrouver, n'est-ce pas, la cohésion de la Côte d'Ivoire, on est là très loin. C'est un pays qui a un grand potentiel. C'est l'Afrique en miniature. Et par conséquent, je continue de espérer que le travail qui a été fait pour mettre fin à ce conflit, n'est-ce pas, va se poursuivre pour une réconciliation vraiment sincère, vraiment finale et vraiment porteuse de développement pour la région. En parlant de cette expérience en Côte d'Ivoire, à la tête donc de la représentation de l'ONU, vous avez dit la résolution de la crise ivoirienne est un modèle de réussite. Oui. En quoi cela est un modèle qui mérite de faire école? Les élections. On a fini par faire des élections. Bon, les contestations sont là, mais au moins la continuité, la diversité, n'est-ce pas, l'alternance sont devenues une réalité. C'est important. 2, aujourd'hui, je pense que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire de donner à chacun sa chance de manière telle que, à la fois à l'Assemblée nationale, au Sénat et au gouvernement, comme dans d'autres institutions, on puisse arriver à faire de la Côte d'Ivoire un pays, pas modèle, mais un pays où les choses vont aussi bien que possible. Pourquoi? Pour la solidarité de développement. C'est un peu ça, arriver à ça. Donc, j'ai toujours peur que l'accaparement de quelques-uns menace la cohésion de l'ensemble. Hein? J'ai toujours peur que l'accaparement par quelques-uns nuise à la cohésion de l'ensemble. Il est important d'avoir ça à l'esprit. Et l'élection présidentielle qui devait donc parachever ce processus a précipité le pays dans le chaos avec près de 3000 morts. C'est triste. Vu de l'extérieur, comment vous avez vécu ces moments? Très tristement, mais on en est sorti. Alors, ce que j'ai aimé en Côte d'Ivoire, ce dont je me souviens et qui est important, c'est que cette guerre n'a pas fini en guerre religieuse. Car elle aurait pu prendre cette connotation-là, le nord musulman et le sud chrétien. Ça n'a pas été le cas. Dieu merci. Et c'est pourquoi je fonde beaucoup d'espoir sur la Côte d'Ivoire pour ce que j'entreprends aujourd'hui avec d'autres sur le dialogue interreligieux. Vous pensez que cette crise aurait pu terminer en guerre de religion? En guerre de religion. Et ils déjà étaient prêts à allumer ce feu-là. Heureusement que les musulmans de Côte d'Ivoire, les chrétiens de Côte d'Ivoire, de toute tendance, ont combattu cela. Je dois rendre hommage à tous, au niveau des musulmans, comme au niveau du cardinal Agré et de beaucoup d'autres, et comme au niveau des gérants aussi de la société. Ni Ouattara, ni Gbagbo, ni Bédié n'ont agité cet épouvantail-là. C'est très important. Et je crois qu'il faut continuer ce combat-là. Et c'est pourquoi je souhaite véritablement que la Côte d'Ivoire, carrefour de la paix, comme dit Oufoué, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Et ce comportement doit toujours intéresser la cohésion, doit toujours intéresser la solidarité, doit toujours intéresser le développement. Dialogue interreligieux, interculturel, arrimé étroitement à des actions de développement solidaire. Professeur, j'aimerais qu'on parle un peu maintenant du continent africain, qui est un continent que vous connaissez très bien. Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, quel est votre regard sur le chemin parcouru? Bon, je suis à la fois heureux et assez triste. Heureux d'une chose, Nkrumah a eu raison. Des peuples qui ne sont pas gouvernés par leurs fils sont des peuples informes et absurdes. Aujourd'hui, il est acquis que nous devons nous-mêmes gérer nos affaires. Nous devons nous-mêmes gérer nos pays. C'est bien. Mais malheureusement, la tristesse, c'est quoi? Nous sommes une mosaïque de minuscules États dépendants. Ça, c'est notre très grande souffrance, d'être divisés
en 50, 60 États et d'être balkanisés, comme on a dit, de nous être laissés balkaniser et attirés aussi par le fromage, n'est-ce pas, des dispensateurs de biens. Ce n'est pas bon. Donc je pense que l'une des grandes causes, ce n'est pas seulement l'indépendance, c'est de tout faire pour que des unités au moins assez larges, des grands marchés, des grands espaces africains nous permettent d'être véritablement solidement ancrés dans la modernité et dans le développement. Je cite qu'il y ait une grande fédération des États d'Afrique du Nord, qui est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, etc., c'est une bonne chose. Et tout ce que nous pouvons faire pour renforcer, n'est-ce pas, la CEDEAO, de votre compatriote Jean-Claude Bourouet, aujourd'hui président de la Commission, c'est important, n'est-ce pas, puisse avoir une intégration véritablement réussie, c'est important. Que ce qu'on dit là ensemble pour la monnaie, pour tout ce qui peut se faire ensemble, que les langues ne nous divisent pas, francophone, anglophone. Non, il faut, en Suisse, on parle 4 à 5 langues. J'ai beaucoup aimé ce pays parce que, malgré sa petitesse, il donne un exemple français, allemand, italien, romanche. Donc, parler plusieurs langues n'est pas un problème, n'est-ce pas? Par conséquent, que nous soyons francophones ou anglophones. Certains comparent l'Afrique à l'Asie. Il y a quelques années, les historiens disent que nous étions presque au même degré, même niveau de développement. Aujourd'hui, l'Asie a véritablement décollé. L'Asie est regardée avec beaucoup d'inquiétude, même par des grandes puissances. Absolument. Comment expliquez-vous le fait que l'Afrique reste toujours scotchée au même niveau et n'arrive pas à décoller? Il ne faut pas dire les Africains sont. Il faut dire certaines circonstances. Il est important que nous sachions que, véritablement, nous ne sommes pas différents de l'Asie. Je vous ai parlé de ma petite formation personnelle, que je dois beaucoup à la formation qui a mis le travail dans ma tête. N'est-ce pas? Le travail. Et dans toutes nos devises nationales, au Bénin, fraternité, justice, travail. Il est important que nous n'oublions pas ça. Ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes une mosaïque de États dépendants. On n'a pas encore décollé, on n'a pas encore coupé le cordon ombilical colonial. Il est important dans la formation, dans nos convictions, comme dans ce que nous avons comme modèle de vie, n'est-ce pas, que nous décollions un peu du modèle occidental qui nous a été imposé par la colonisation. On n'a pas encore cette énergie-là, à mon avis, premièrement. Mais deuxièmement, il faut que, véritablement, nos élèves, nos jeunes, n'est-ce pas, reprennent ceux qui, parmi nous, ont été devanciers. Nous sommes les hommes de la danse dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur. Nous sommes, comme dit Césaire, la négresse assise, inattendument debout dans les cordages, debout et libre. Il faut absolument que nous reprenions la nécessité d'être nous-mêmes, n'est-ce pas? Ça, c'est tous les jours qu'il faut le faire. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons encore des élites qui dépendent du champagne. Non, les Asiatiques ne font pas ça. Les Japonais ne font pas ça. Voilà. Produisons Ivoiriens, produisons Béninois, échangeons entre nous. Faisons en sorte, qu'entre le Nigeria et le Bénin, il y a là un marché énorme pour le Bénin. 150 millions, 200 millions de voisins. Mais on ne peut pas nourrir tout ce monde-là sans nous, si nous le voulons. Donc je crois, multiplions ce genre de choses. La pensée de développement doit être véritablement développée. Il ne faut pas que le mimétisme qui nous a habité jusqu'à présent, n'est-ce pas, continue. Non. Et puis il faut déshonorer l'argent corrupteur. Il faut absolument tout faire pour qu'on distribue, que les pauvres se sentent concernés. C'est important. C'est un grand marché, le marché de la misère. Si vous avez ce marché-là et que vous pouvez le satisfaire, vous êtes riche. C'est quoi j'ai écrit un livre qui a scandalisé un moment, la pauvreté, richesse des peuples. C'est-à-dire le fait que vous soyez attentif à la pauvreté et que vous fassiez en sorte qu'elle soit vaincue par véritablement la distribution générale, l'urgence au partage, priorité aux plus souffrants, vous êtes riche. Alors je pense que tout ceci, ce n'est pas de la littérature,
c'est possible. Très bien. Alors, parlons plus spécifiquement de votre pays, le Bénin. Ici, on vous surnomme le renard des Grecs-Bains. Oui. Le renard, c'est un animal rusé, tout ça, transposé dans la vie politique, un homme difficile à cerner. Oui, je vais revenir à quelques faits. Après la conférence nationale, ici au Bénin, le président Kérékou avait perdu le pouvoir. Et pour la reconquête du pouvoir, alors que Soglo briguait un second mandat, on s'attendait plutôt à voir l'expert, l'homme rompu ou à la gestion de la chose publique, aux grandes connaissances, aux côtés de Soglo. Et on vous a retrouvé aux côtés d'un homme qui était considéré comme un homme du passé, Mathieu Kérékou. Pourquoi Kérékou, qui était, peut-être j'exagère, un homme du passé, plutôt que l'homme qui représentait un peu la modernité? Non, je ne sais pas si c'est pour ça. Très bien. Je suis un peu un ovni politique, c'est-à-dire un objet volant non identifié, c'est-à-dire un trait d'union. Et j'observe. La situation de l'époque était qu'un certain nombre de faits ont conduit à ce que la volonté de changement est devenue une nécessité. Et ce changement ne pouvait se faire, si on le voulait, que par quelqu'un qui pouvait effectivement gagner à condition de travailler avec ceux qui voulaient ce changement. Et donc, dans la période actuelle de ce moment-là, au niveau de la sociologie et de l'arithmétique politique, le seul qui pouvait battre un président en exercice, c'était Kérékou. Donc il ne fallait pas, c'est pas le voir que Kérékou, c'est-à-dire à quelles conditions on l'a amené. La condition était d'abord d'adhérer à une nouvelle équipe, d'adhérer à ce que nous on voulait et qui n'était pas pris en compte avec le pouvoir précédent. Ça, c'est la première chose. Mais quand Kérékou est venu et qu'on a revu à la fin Kérékou voulant s'accrocher, on a dit non. Nous avons véritablement une politique d'alternance. Vous avez fait ce que vous avez pu au départ. Après, je n'ai pas été d'accord avec tout, je vous ai quitté. Mais maintenant, il faut absolument que nous fassions en sorte que l'alternance continue. Donc je ne suis pas du tout un homme accroché à la fois à un pouvoir, à des avantages qu'un pouvoir me donne, mais j'essaye d'interpréter aussi ce que la société ressent, veut. Quand je sens qu'un changement devient une nécessité absolue, j'essaye de la justifier. Plus récemment, professeur Théogré, vous avez apporté votre soutien au président Patrice Talon. Aujourd'hui, vous êtes en train de partir, si ce n'est déjà fait. Non, la question n'est pas là. Comme je vous dis, je suis un ovni. Je ne suis jamais opposé à mon État, à mon gouvernement. En tant que chef d'État, il sera toujours respecté par moi, en tant que citoyen. Maintenant, je sais, de même que j'ai l'Évangile comme base et que je ne négocie pas l'Évangile, de même, j'ai la Constitution comme base et je ne négocie pas la Constitution. Alors, voilà. Donc, sur ce plan-là, je serai toujours du côté d'une cause commune. Je continue ma question. Le président Talon, au début de son mandat, a proposé une réforme constitutionnelle qui a été rejetée par le Parlement. Vous faites partie de ceux qui étaient opposés à cette réforme. Vous avez même dit, ici, c'est le Bénin. Que reprochez-vous à cette réforme? Cette révision menaçait véritablement les pouvoirs de l'Assemblée nationale, les pouvoirs du peuple, et je souhaitais, comme d'autres, qu'on l'étudie profondément, comme on a fait des assises nationales pour créer la première constitution. Il fallait faire des assises nationales intéressant tous les secteurs pour que les changements voulus soient acceptés par tous. Ça, c'est important. Mais les changements imposés ou subrepticement introduits n'étaient pas une sagesse. C'est tout. Ce n'est pas l'être contre pour être contre. Non, c'est être sûr que la cause est vraiment commune. Être sûr que c'est l'ensemble qui décide. Pour le reste, parfois, tout le bon travail qui est fait... Officiellement, le professeur Albert Théogré a pris sa retraite, mais tout récemment, on vous a vu aux côtés de Soglo, on vous a vu aux côtés de Yahi Boni, non, mais je vais vous dire, lancer une mise en garde au président Talon. En ce qui concerne la Constitution. Que reprochez-vous à sa gouvernance? Je dis, sur le terrain de la Constitution, à respecter des décisions de la Cour constitutionnelle, je serai toujours du côté de la Constitution. Comme quand on me parle de ma foi, je ne suis pas dans d'autres affaires,
c'est l'évangile de Jésus-Christ, point final. Ça, mais je ne veux pas aller sur ça de manière insistante. J'ai déjà dit ce que je voulais dire, le reste suit. Je vous suis par ailleurs. Très bien. Alors, le monde entier, professeur, a été choqué par les images en Libye avec les Africains esclaves. Comment vous avez réagi? Oh, avec beaucoup de tristesse, de voir que notre continent est toujours dans le cycle du mépris, dans le cycle de ceux que l'on utilise pour s'enrichir. Mais là aussi, nous avons nos fautes, exactement. Nous avons aussi la possibilité de faire autrement. Et donc, je reproche un peu à nos dirigeants de ne pas donner plus de moyens aux opérations culturelles qui nous permettent de rester chez nous pour développer chez nous. Tout à l'heure, on parlera de la paix. Je vous dirai... C'est la pauvreté, la misère qui font prendre tous ces risques. Il faut prendre ça à la base. Donc, c'est notre priorité absolue. Ce n'est pas gouverner, ce n'est pas s'enrichir. C'est faire produire pour partager. Et donc, nous manquons cette cible-là aujourd'hui dans beaucoup de pays africains. C'est important de revenir là-dessus. C'est important. Quand vous étiez ministre du Plan dans le gouvernement Mathieu Kérékou, vous avez fait de l'emploi des jeunes une priorité. Avec quel succès? Et comment nos gouvernements doivent-ils se prendre pour vous retiendrez une chose, régler cette question de l'emploi des jeunes? Quand j'étais ministre, je crois que j'ai lancé le minimum social commun. Je vous en prie, retenez cette phrase-là, que nous devons tout faire pour que les populations dans toutes les régions aient accès à la conquête du minimum social commun et créer des unités communautaires de développement qui permettent à ce minimum social commun d'être atteint au niveau de l'école, au niveau de la santé, au niveau des échanges, etc., et au niveau du partage. Et nous avons encore aujourd'hui un certain nombre de communautés dans le nord du Bénin et ailleurs qui, avec des coopératives simples, résolvent des problèmes de développement qu'on n'arrive pas à résoudre à Cotonou et ailleurs. Bon, tout ça est long, mais ce n'est pas impossible. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle le projet qui me tient à cœur, le PEB, la Paix chemin, doit être un projet de production, d'éradication de la pauvreté. Très bien. Abordons maintenant ce projet dans la dernière partie de cette émission, professeur. D'abord, comment vous est venue l'idée de créer ce concept? Oui, ce concept, la paix par un autre chemin. Voilà. Quel est l'historique? L'historique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est d'abord que la paix ne s'impose pas. Ce n'est pas les opérations de paix avec les grands avions, la police, etc., avec tout ce que les Nations Unies mettent dedans légitimement. Parce que, bon, quand les gens se battent, il faut bien que quelqu'un vienne pour les calmer. Mais la paix n'est pas venue pour ça. Pour autant, la paix viendra si vous arrivez à ce que les gens acceptent de vivre permanemment ensemble. C'est ça le problème. Or, depuis la Côte d'Ivoire, j'ai dit précisément que, heureusement, l'élément religieux n'est pas tombé dedans. Mais on a eu autre chose. Et Boko Haram. Il y a les Sheba. Il y a tout ce qui se habille, etc. Qu'il faut qu'aujourd'hui, on utilise des religions pour dire les autres sont des diables, nous on est des saints, il faut les éliminer. Alors, je connais des musulmans qui disent jamais. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire. Ils disent non, l'islam, ce n'est pas ça. Donc il faut arriver à ce que toutes les religions reconnaissent une chose, la primauté d'un Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Ça, c'est primordial. Alors si nous avons ça comme substrat, il est important que nous ayons un dialogue interreligieux, interculturel qui permette de vivre ensemble en éradiquant la pauvreté ensemble. Si musulmans, chrétiens et religions traditionnelles font en sorte que la santé dans votre village devienne une priorité résolue ensemble, pourquoi se battre? Ouais. Voilà le substrat. Et par conséquent, nous avons lancé l'idée qui a été bien prise. Je suis très heureux que le secrétaire général des Nations Unies, n'est-ce pas, Antonio Guterres, était l'un des signataires de la pétition que nous avons lancée. Je peux vous dire que le président Alassane Ouattara, le président Guillaume Soro et d'autres
ont été pas les premiers à apporter leur soutien à ce que je tentais de faire. Et donc, véritablement, aujourd'hui, j'ai voulu concevoir tout ça dans un projet concret. Je vous avais été à Adjati, qui est ma terre d'origine, et où je compte avec mon épouse reposer. Depuis que j'ai pris la décision, depuis il y a 5 ans, de réaffirmer les origines de mon engagement, séminaire Senghal. Depuis que j'ai pris la décision de retourner à ces origines-là et de reprendre en religion le nom de frère Melchior, en souvenir de celui qui a fondé cette société des missions africaines. En souvenir également de ce que j'ai en révélation, qu'il faut créer un lieu emblématique où vous pouvez concrétiser l'idée qui vous est inspirée. Donc je dis, il faut que toutes les religions, l'Évangile dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de Et mon dans cette Père. maison, on a vu une chapelle, Donc il y a une chapelle, une il y a une mosquée. mosquée, il y a également un temple de l'esprit. Non pas qu'on soit les mêmes, on est différents. Mais on a quelque chose de commun. C'est le même Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Ça, c'est important. Quand on entend dans ça comme base, on peut dialoguer et dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que, en fait, la pierre de touche, c'est l'éradication de la pauvreté. Dieu se tient à côté du pauvre. Et donc, si vous vous intéressez à tous ceux qui n'ont pas, le minimum social commun, vous êtes avec Dieu. Et donc, tous ceux qui peuvent le faire. Et par conséquent, il ne s'agit pas de dialoguer, de prier, non, de faire des formules. Il s'agit d'être ensemble pour qu'ayant priant, on agisse ensemble. Professeur, pour vous, ce dialogue des religions doit aboutir à quelque chose de concret, c'est-à-dire à la réduction de la pauvreté par des actions conjointes pour la population. Pour la population. Et arriver à conquérir ensemble ce minimum social commun. On ne réussira pas tout. Alors, si on peut faire ça dans un village comme Adjati, on peut le faire dans tous les grands villages de ce pays. La Côte d'Ivoire, je rêve beaucoup. Et c'est pourquoi je sollicite le soutien de tous. Et comment ce projet est financé Bon, mais d'abord, nous, on a mis tout ce que vous avez dedans. Cette résidence que vous avez, je suis en train de la vendre pour que je puisse avoir des moyens pour bien finir, n'est-ce pas, ce que je vous ai fait à Adjati. Mais en même temps, tous ceux qui peuvent nous aider sont les très bienvenus. Et je vous ai dit, que ce soit le chef d'État ou d'autres qui ont pu faire, mais vraiment, on a encore besoin véritablement de soutien immédiat pour que non seulement on réussisse au Bénin, mais que déjà, en Côte d'Ivoire et ailleurs, l'idée prospère, que d'autres aient de meilleures idées, complètent ce que nous avons fait au Bénin, fassent mieux que nous, qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Burkina Faso, au Mali et ailleurs où on est menacé, n'est-ce pas, on puisse également faire en sorte que les religions se mettent ensemble plutôt que de se combattre, plutôt que de céder aux tentations de ceux qui disent non, ils sont mauvais, ils sont diables, etc. Ça, c'est vraiment très important qu'on puisse le faire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je souhaite véritablement... Et depuis que vous avez lancé ce projet, est-ce que vous sentez un frémissement? Ça a véritablement pris? Vous êtes là. Qu'est-ce que vous attendez donc Vous êtes là. C'est très important que la Côte d'Ivoire, où j'ai servi, où j'ai appris, à qui je dois beaucoup sur ce dossier, que la Côte d'Ivoire reprenne langue avec moi pour qu'en Côte d'Ivoire et ailleurs, on fasse aussi bien, sinon mieux, dans ce dossier-là. Aidez-nous véritablement, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous attendent là, à faire en sorte que Théophania, cette merveille que le Seigneur nous a permis de conquérir, la maison de la paix, soit bien construite, établie, permette d'agir, mais qu'il y ait de nombreuses Théophanias dans toute l'Afrique. Et que le Nigeria, le Bénin, voilà un pays qui ne se rend pas compte de l'importance des grâces qu'il reçoit du Seigneur. Au Burkina, difficulté. Au Niger, difficulté meurtrière. Au Nigeria, pareil. Au Tchad, au Cameroun, au Mali, c'est énorme. Alors, au Togo, avec ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas non plus très sûr. Et donc, nous sommes un pays un peu préservé. Mais nous avons la chance d'avoir un instrument de paix. C'est notre rôle de faire en sorte que cet instrument soit partagé par d'autres. On n'est pas seul. On a l'air d'être épargnés, mais il suffit
qu'on fasse un mauvais geste, une mauvaise décision, et que les circonstances soient un peu différentes, pour que ça s'embrasse aussi ici. Et donc toute la région est concernée. Donc ce que nous proposons là est absolument important, que cette fois-ci un des instruments de paix. Je ne dis pas le seul. Je ne dis pas le seul, c'est l'un des instruments. Il y a ce que les Nations Unies font, il y a les mécanismes, etc. Mais il y a ce mécanisme-là aussi. Et donc, je suis persuadé que votre émission, que ce que les auditeurs ivoiriens en feront, que les autorités ivoiriennes en feront, permettront également de magnifier l'idée de la paix par le chemin du dialogue interreligieux, interculturel, étroitement connecté avec des actions de développement à la base. Bien. Vous avez évoqué tout à l'heure le Togo, le frère jumeau du Bénin. Absolument. Vous êtes là, vous regardez ce qui se passe dans ce pays. Est-ce que ça vous inquiète? Comment vous vivez cette crise qui n'en finit pas? J'ai dit mes souhaits. J'ai écrit au président Faure. J'ai dit mes souhaits. C'est lui qui doit prendre une certaine initiative, à mon avis, une initiative qui permette de sentir la volonté de vivre ensemble, la volonté de l'alternance bien organisée, la volonté d'une constitution qui fonctionne bien et qui a les sentiments de tous. C'est important. C'est tout ce que je souhaite. Et je crois que finalement, ils vont y arriver. Je souhaite bonne chance au président ghanéen, aux autres présidents qui essayent de colmater les brèches et de faire en sorte qu'un dialogue sincère s'installe. Mais on attend. Le temps passe. Le temps presse. À bientôt 90 ans, professeur, comment vous vous définissez par rapport à votre pays? Quand vous regardez le pays, quel rôle vous voulez jouer? Aujourd'hui, vous êtes à la retraite de toute activité, mais un intellectuel, un homme d'une sagesse comme vous ne peut pas être totalement à la retraite. Quel rôle vous jouez? Dans le rôle de conviction profonde affirmée, mais d'ouverture, de trait d'union et de prière de solidarité. Je suis sûr que la maison de la paix permettra de mieux penser, de mieux être silencieux, de mieux réagir, de mieux agir. Il faut absolument qu'à partir de la maison de la paix et le développement soient le mot d'ordre d'un Bénin qui est un point d'appui pour soulever le monde dans ce que l'Afrique peut apporter. Car jusqu'à présent, l'Afrique n'a rien inventé. Mais nous venons d'inventer la théophania, la maison de la paix. Nous venons d'inventer une manière d'avoir la paix autrement que par les armes. Nous venons d'inventer une manière d'avoir la paix, non seulement par la médiation diplomatique, mais aussi par la sincérité des engagements. C'est important. Quand vous regardez l'Afrique, près de 60 ans après, au soir de votre vie, professeur, vous êtes optimiste. Qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique? Je suis plein d'espoir. Car la foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. C'est Charles Péguy qui nous l'a laissé. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Donc, je crois en une jeunesse qui va constater nos errements, qui va constater nos succès, qui va se rappeler que Césaire a vécu, que Senghor a vécu, que Fouet-Boigny a apporté beaucoup. Et que c'est pourquoi l'histoire, magistrat vitae, l'histoire est une maîtresse de vie. Là où je suis aujourd'hui, je suis maintenant un témoin de l'histoire. Mais ce témoin vous dit ce qui a été. C'est un problème, c'est nouveau que j'ai pris de mon ami Valitouo. Il faut vivre assez longtemps pour voir tout et le contraire de tout. Je n'ai plus le temps de vivre très longtemps, mais j'ai vu tout et j'espère que vous verrez le contraire de tout. C'est-à-dire, le contraire de tout, ce sera ce qui ne va pas aujourd'hui et qui prospérera grâce au combat. Car la vie est un combat. Vivre, c'est lutter. Développer, c'est lutter. Il y a des jeunes qui aujourd'hui veulent lutter pour que le développement africain soit une réalité. Et c'est important de les encourager. C'est ce que j'essaie de faire. Et après tous ces combats politiques, idéologiques et sociaux, quel héritage le professeur aimerait laisser à la postérité? Moi, j'ai retrouvé la présence permanente de mon engagement premier. Bon, je n'ai jamais compté de milliards dans ma vie. L'argent ne m'a jamais été donné pour faire ceci ou cela. Non, ce n'est pas important pour moi. Mais si j'ai pu tenir le coup jusqu'à maintenant, c'est que le matériel n'a pas pris le dessus chez moi.
du tout. Mais par contre, la conviction, la formation, l'engagement vous produit beaucoup de fruits. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, des femmes, des engagés sociaux qui sont capables aujourd'hui de revoir en Afrique les meilleures méthodes de faire en sorte que on donne au développement un sens nouveau qui est le sens de la paix partagée. Et est-ce qu'il vous arrive, professeur, à 90 ans, de penser à votre fin? Bien sûr, tous les jours, je remercie le Seigneur. Avez-vous peur de la mort? Avez-vous peur de la mort? Non, c'est un sommeil. Je dors tous les soirs, je ne peux pas me réveiller le matin. Mon ami Jean Plia s'est engagé dans le sommeil et le Seigneur l'a pris. C'est ce que je souhaite pour moi-même. Mais sans trop donner de soucis à mon entourage. J'ai la chance d'avoir une épouse, Isabelle, qui m'a accompagné depuis plus de 60 ans déjà, comme épouse, et qui est aujourd'hui sœur Théophane avec moi. Ensemble, nous avons enfanté Théopharia, la maison africaine de la paix. Nous y reposerons et nous invitons tous à prier avec nous et à faire en sorte que cette prière engage des actions concrètes pour que le développement partagé soit une philosophie concrète et qui permette à l'Afrique d'être un pays majeur dans un monde majeur. En guise de conclusion, que voulez-vous dire, professeur, aux téléspectateurs qui vous écoutent et surtout aux téléspectateurs ivoiriens? Les Ivoiriens, je vous aime sincèrement, mes frères et sœurs ivoiriens. Vous m'avez beaucoup donné et je dois vous rendre ce que je vous donne là. Bourou Pascal Aka est venu réveiller en moi l'attachement que j'ai pour un pays qui m'a permis d'enfanter aujourd'hui une idée qui servira, j'espère, à toute l'Afrique, qui sera améliorée par d'autres, qui fera en sorte que l'Afrique aura sa place dans les bonnes pensées de développement, dans les bons comportements et dans le fait que nous sommes aussi partenaires d'un monde dans lequel nous devons compter. Merci à vous, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Nous souhaitons plein succès donc, au projet auquel vous consacrez toute votre force actuellement, la Maison de la Paix. La Maison africaine de la Paix. Merci à vous. Nous avons été très heureux de vous avoir dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Bonsoir.